Après sa chute du troisième étage d'un immeuble, la jeune femme dément la version des témoins de la scène sur la thèse de la violence conjugale, un élément qui est passé hier sur RTI 2. Et puis en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'on enregistre 46 nouveaux cas de la maladie à coronavirus, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 847 et 21 guérisons. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Nous avons avec nous sur le plateau une spécialiste en violence basée sur le genre, Kaba Fofana Yaya. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de l'Observatoire national de l'équité et du genre. Avec vous, nous allons décortiquer un fait. Une jeune dame qui s'est jetée du troisième étage d'un immeuble dans la commune de Yopougon dans la nuit de jeudi à vendredi, et ce, lors d'une dispute conjugale. Mais avant, suivons ensemble cette vidéo. À 3h15, Son homme. C'est la vidéo que vous avez vue sur vos écrans. Hier, nos équipes de reportage se sont rendues dans la commune de Yopougon pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons sorti du reportage produit par nos reporters Bintou Pekele et Gilles Tonien les témoignages des voisins qui ont assisté à la scène. 3h15, mon fils m'a appelé pour m'alerter d'une situation dans la maison. On a tous couru dehors. On a vu que la dame était couchée. Et on a un vigile dehors qui, lui, est venu pour relever la femme. Et c'est là que j'ai vu le monsieur Dro, descendait et marchait lentement comme s'il n'y a rien n'était. Et il est parti vers sa femme pour soulever sa femme. Il a même soulevé sa femme. Les gens criaient, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils ne veulent rien entendre. Je criais aussi et ils ne veulent rien entendre. Donc, j'étais obligé d'aller vers lui, serrer les corps, lui donner des craques avant qu'il ne laisse sa femme sur le sol. Le premier réflexe, c'était d'appeler sapeur-pompier. Je suis allé toquer à sa porte. Il a refusé de m'ouvrir, il a plutôt ouvert la fenêtre pour me parler. Je lui ai dit d'arrêter de la battre parce qu'il se faisait tard, on avait besoin de se reposer. Voilà. Il a dit ok, qu'il avait compris. Voilà. Donc c'est là je suis venu m'asseoir là. J'ai donné d'eau à sa maison que vous voyez là. Étant assis, je regardais de l'autre côté. La femme a pu s'échapper. Elle est allée sur la première dalle. Voilà. Donc, en la poursuivant, quand elle s'est échappée, elle n'a pas fait de bruit, donc je n'ai pas su. C'est lui, en la poursuivant, il a fait un bruit. Donc, je me suis retenu. Du coup, il a freiné, comme si c'était du jeu. Il a dit, oh chérie, tu es où et tout et tout. Donc, pour moi, c'était quelque chose de banal, ça allait se régler. Voilà, c'est après cette scène que je suis descendu. Je suis allé causer avec le vigile, puisque je n'avais plus sommeil. Au bout d'un temps, on regarde en haut, on voit la jeune dame est suspendue. Elle s'est faufilée derrière les voitures, elle était en slip, avec quelque chose en main. Pour moi, c'était un morceau de paille. Donc, elle est sortie, et puis ça, c'est une église en construction. Donc, elle est rentrée là. Dès qu'elle est rentrée, elle est arrivée à ce niveau. Lui, il est sorti, le jeune homme là. Il était en chocoto. Il était torse nu, il n'avait pas de chaussures aux pieds. Il a retrouvé. Je les revois qui ressortent ici. C'est là, quand il partait arriver à ce niveau, j'ai crié. Je lui ai dit, tu l'as retrouvée, ce n'est pas pour aller la battre. Il ne faut pas tuer l'enfant de quelqu'un. Donc, il a mis sa main sur son dos. Quand elle allait voir, c'est comme il lui a demandé pardon pour la ramener à la maison. Dès qu'ils sont arrivés, ça même pas, je peux dire, le temps de fermer la porte, elle a commencé à crier à nouveau. Au secours, au secours. Et après, elle disait même son nom, pardon, pardon. Elle lui demandait pardon. Il continuait toujours de la battre. Et à un moment donné, elle a fui, elle est venue au balcon. Elle est descendue. Puis elle a mis ses mains sur le fer ici. Donc tout son corps était dehors. C'est là, lui, il est sorti et il a attrapé ses mains. C'est quand il a attrapé que moi, j'étais en train de parler dans la vidéo. Quand elle est tombée, moi aussitôt, je suis descendu de l'immeuble. Puisque c'est en face que l'événement, la chose s'est passée. Je suis descendu automatiquement. Et
On est venu pour pouvoir la secourir. Et quand on est arrivé, le jeune en question qui l'a battu, il est descendu aussi à la suite. Il a appelé, il a pris son téléphone, il a appelé. Son ami qui l'a appelé, il était ivre. Nous, on a vu qu'il était saoulé. Donc, on n'a pas considéré sa parole et puis on s'est tué. C'est une affaire de jalousie. Elle se plaint de ce que son mari ne la satisfait pas. C'est ainsi, elle est allée, comment dirais-je, elle est sortie. Quand elle est rentrée, elle est venue ivre. Elle s'est chamaillée, elle se sent lésée, son mari la trompe. C'est comme ça, bon, elle a décidé vraiment de laisser donner la mort. En la saisissant, puisque le poids, d'abord elle a consommé de l'alcool, le poids, et puis elle ne faisait pas l'action de pouvoir l'aider, puisqu'il était seul. Avec la masse de la fille, il ne pouvait plus tenir, c'est comme ça. Il a perdu l'équilibre et puis... Voilà, selon vous, Madame Kaba, vous venez de voir les témoignages. Comment peut-on expliquer la recrudescence des violences conjugales depuis l'instauration du couvre-feu par les autorités pour juguler la maladie à coronavirus? Bien, je voudrais d'abord souligner que les violences basées sur le genre existent habituellement. Et les statistiques dont nous disposons montrent que c'est une véritable réalité en Côte d'Ivoire. On ne parle pas souvent des violences conjugales ou bien des violences domestiques, mais elles existent vraiment. Et vous avez raison de parler de recrudescence. Depuis le couvre-feu, en tout cas, nous avons des appels, nous avons des cas de violence basés sur le genre, de femmes qui sont battues, d'enfants qui sont battus. Et en général, ce sont les hommes qui sont les auteurs de ces violences-là. Cela peut s'expliquer certainement en période de couvre-feu et en période de confinement dû au Covid-19 par la promiscuité. Vous savez, les gens ne sont pas habitués à rester 24 heures sur 24 heures ensemble. Et ils rentrent pratiquement à la maison juste pour manger, pour dormir et devoir rester confinés. Et surtout, quand on sait que le confinement provoque une diminution drastique des denrées alimentaires, qu'il faille encore de l'argent pour en acheter, et ça peut provoquer des stress et par conséquent des flambées de violence. Exactement. Nous reviendrons sur la question, Madame Kaba, mais en attendant, on a remarqué que contre toute attente, la jeune femme tombée du 3e étage de l'immeuble dans la commune de Yopougon, dans la vidéo que vous avez vue, elle dément le témoignage donné par les voisins. Écoutons-la. Bonsoir. Vraiment, je suis dépassée. Ce que c'est produit le jeudi. Vraiment, mon mari n'a rien à voir dedans. C'est à cause de moi. C'est parce que j'ai bu. C'est sur l'effet de l'alcool que tout ça est arrivé. Il ne m'a pas poussé. Il ne m'a pas frappé. Il essaie de me sauver. Il essaie de me sauver. Vous me quand vous voyez la vidéo, il a attrapé ma main. Il essaie de prendre mes 2 mains. Mais vous êtes en train de faire autre chose. Je vous en supplie. Le ministre me regarde. Président, je ne sais pas qui, pardon, libérez mon mari. Il est innocent. Il essaie de me sauver. Je vous en supplie. Aidez-moi. Les voisins, les papa qui parlent pas. Vous êtes là, vous avez vu quoi? Rien, vous n'avez rien vu. Vous êtes en train de augmenter l'affaire, c'est quoi? C'est moi, monsieur, la concernée. Je dis, il n'a rien fait. Vous venez faire quoi? Moi, je suis dépassée. Je demande pardon. Aidez-moi, demandez pardon pour qu'on le libère. Je vous en supplie. C'est ma vidéo qui est là. Pardon. Vous avez vu, Madame Kaba, nous tombons des nues, Madame Kaba. Oui. Vous qui êtes spécialiste en violence basée sur le genre, quelle lecture faites-vous de la réaction de la jeune fille? La jeune fille ne fait-elle pas un déni? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un déni. Certaines personnes même le qualifient de comment dirais-je, de complexe de Stockholm, quelque chose de ce genre-là. Et cette femme que tout le monde a vue en train d'être violentée, au point d'avoir voulu se donner la mort, aujourd'hui revient culpabilisant, comme c'était elle la principale coupable, pour demander qu'on relâche son mari. Pourquoi? Eh bien, écoutez, cela s'explique par plusieurs... on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Peut-être que c'est une pauvre femme qui ne savait même pas qu'elle aurait trouvé un petit mari quelque part. Et comme la plupart des femmes, malheureusement,
se définissent par le fait d'être mariées, alors elles ne voudraient pas vraiment, à cause de cette histoire qui s'est passée entre eux, perdre son mari. Et se retrouver à la Et rue. se retrouver certainement à la rue parce que, bon, si elle n'a aucune activité qui puisse la faire se prendre en charge, on pourrait l'expliquer comme cela. Mais cela est inacceptable. Cela est inacceptable parce que les femmes qui se laissent battre comme des tambours par leurs conjoints doivent savoir qu'elles ne sont pas à l'abri de la mort. En tant qu'expert ayant traité ces cas pendant de longues années, continuant à le faire, nous avons des cas où des femmes ont été tuées par des coups qu'elles ont reçus du mari qui pourtant prétendait les aimer. Donc ces femmes-là doivent savoir que vraiment à un certain moment, il faut qu'elles laissent la justice faire son cours. Et briser le silence. Et briser le silence. Il faut briser le silence. Et puis je voudrais souligner aussi que ce qu'elle fait est dangereux. Les bonnes personnes, le voisinage qui a tout fait pour ne pas qu'on en arrive à une certaine extrémité, aujourd'hui, elle accuse ce voisinage-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend? Les gens disent que désormais, nous n'allons plus jouer au papato. Nous n'allons même plus porter assistance en personne en danger. Mais Mme Kaba, dans ce cas de figure, vous avez parlé tout à l'heure de la justice. Alors, que peut faire la justice dans ce cas de figure? Peut-elle s'autosaisir? Bien sûr que la justice peut s'autosaisir. Et sachez aussi qu'il y a un comité national de lutte contre les violences basées sur le genre qui peut même rester en justice. Et quel que soit ce que cette jeune dame-là évoque, nous souhaitons, en tout cas nous autres, que la justice suive son cours jusqu'à ce que les responsabilités soient vraiment établies. Pour le moment, quoi qu'on dise, quel que soit ce qui a été filmé, quel que soit le témoignage des gens, ce n'est qu'une présomption de culpabilité. Mais notre justice est assez forte pour savoir discerner le vrai de l'ivraie. Comment peut-on donc prévenir cette situation? Parce que le coup-feu va durer encore quelques semaines. On espère que le coup-feu ne dure pas parce que espérer que le coup-feu dure, c'est espérer que nous ne venions pas à bout de la maladie. On viendra à bout de la maladie. Okay, d'accord. Mais puisque nous sommes en plein coup-feu, je crois que c'est nous, les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre, qui devons multiplier les sensibilisations. Nous devrons même permettre aux femmes en détresse de venir frapper à nos portes pour nous écouter et pour recevoir quelques instructions de nous. Et même les couples peuvent venir. Vous savez, et souvent les gens pensent que quand on parle de violence basée sur le genre, on donne la part trop belle aux femmes, alors que les hommes, eux aussi, peuvent être violentés. Exactement. Alors nous leur disons aux hommes que nous sommes prêts, les structures de l'État sont prêtes à leur venir en aide, mais à condition qu'ils viennent reconnaître qu'ils sont des hommes battus. Ok, là, Madame Kaba, vous avez parlé de structures. Est-ce qu'il existe vraiment un système d'alerte pour les femmes victimes de violences de la part de leurs conjoints pendant cette période, en tout cas pour désengorger les commissariats? Parce que généralement, ce sont les commissariats. S'il y a d'autres structures, vous pouvez les désigner. Bien sûr. Quel numéro appeler? Voilà, la nuit, puisqu'il s'agit d'une période où nous sommes sous couvre-feu, on nous demande d'appeler le 111. Le 111? On appelle le 111 et puis d'autres numéros que vous avez certainement, que j'aime et que je n'ai pas en tête, appelez. Et le commissariat, il réagit, les policiers réagissent rapidement, ils viennent sur les lieux. C'est ce qu'ont fait justement les voisins. Donc c'est ce système d'alerte-là qu'on a. Voilà, ça c'est le système d'alerte précoce. Okay. Sinon, pendant la journée, nous avons les centres sociaux qui sont organisés. Nous avons organisé des plateformes de lutte contre les VBG avec toutes les structures de référencement que sont la santé, et la police, la justice et même les préfets. Voilà, dès que vous saisissez le centre social, automatiquement la machine se met en branle. Et les plateformes VBG sont environ un peu plus d'une soixantaine disséminées sur toute l'étendue du territoire. Merci Madame Kaba Fofana Yaya d'être venue sur notre plateau. Vous êtes la directrice de l'Observatoire national de l'équité et du genre. Nous aurons l'occasion de vous inviter encore sur notre plateau pour parler un peu plus en large de cette situation. Le plaisir sera pour nous parce qu'il faut que les populations sachent que le gouvernement pense à elles. Cette structure, elle est logée au cabinet du Premier ministre.
Est-ce que vous comprenez? Oui. Elle est logée au cabinet du Premier ministre à qui nous sommes censés faire des recommandations, voilà, sur les cas de discrimination et de souffrance inadmissibles, parfois qui s'abattent sur les couches vulnérables. Merci, Madame Kaba. Dans plusieurs pays, notamment en France, depuis l'instauration du confinement, les cas de violence conjugale sont en hausse. Après une semaine de confinement, les chiffres montraient déjà une augmentation des violences conjugales d'environ 30% en France. La semaine du 6 au 12 avril, plus de 2000 plaintes ont été déposées en France pour violences conjugales. Les signalements de violences conjugales ont connu une hausse de 32% en zone gendarmerie et de 36% dans la zone de la préfecture de police de Paris pendant la première semaine de confinement, selon le ministère de l'Intérieur en France. Dans le même temps, le coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'on a enregistré 46 nouveaux cas de la maladie à coronavirus, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 847 et un décès. 21 personnes ont été déclarées guéries aujourd'hui. La crise sanitaire du Covid-19 a apporté un coup dur à plusieurs ménages. Vous le savez, ce sont surtout les couches défavorisées qui en font les frais. À Dioufou, dans la commune de Port-Boué et aussi dans la commune de Koumassi, l'Union pour la cohésion et le développement en Côte d'Ivoire vole au secours de 300 familles. 300 familles de la commune de Port-Boué et de Koumassi reçoivent des vivres et du matériel d'hygiène. L'action est de l'UCODEFCI, l'Union pour la cohésion et le développement en Côte d'Ivoire. Nous avons la couche sociale la plus vulnérable. C'est tous ceux qui sont abandonnés par le travail, les retraités et ceux qui ont perdu leur travail, la majorité qui sont ici. Donc quand il y a une ONG qui vient vers nous pour distribuer surtout la nourriture, pour nous c'est un grand pas. Nous leur disons merci. À l'école primaire Mondon, dans la commune de Koumassi, après la remise symbolique au ménage, l'équipe fait du porte-à-porte pour distribuer les vivres. Aujourd'hui, vu cette pandémie qui est en train de sévir dans le pays, nous avons décidé de ne pas nous mettre en marge, mais au contraire, de venir apporter vraiment notre soutien à la population, aussi bien en termes de vie, mais aussi bien en termes de sensibilisation, pour leur expliquer le bien fondé des mesures barrières pour éviter que cette maladie prenne de l'ampleur, mais aussi pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et que l'UCODEFCI est là pour les accompagner. Un élan de solidarité que l'UCODEFCI compte multiplier dans les jours à venir dans plusieurs communes du pays. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'il y a eu second tour des élections législatives au Mali aujourd'hui, malgré le contexte de violence djihadiste et la pandémie de la maladie à coronavirus. Le personnel encadrant le vote assure que toutes les mesures sanitaires sont prises pour prévenir la propagation du coronavirus, mais des attroupements à l'intérieur même des bureaux de vote ont été constatés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout que Dieu nous aide à vaincre cette maladie. Et nous croyons qu'il le fera.